Dino Buzzati, le week-end. Il y a un coin dans Milan où l'on ressent l'été des riches mieux que partout ailleurs dans la ville, mieux que dans les salons de Louis XVI fermés, déserts et silencieux des palais de la Via Gesù, avec leurs tapis d'Aubusson, leurs étoiles de Zé, du Canaletto et de Zuccarelli, mieux que dans les loges de la Scala toutes tapissées d'ombre, mieux que dans les jardins seigneuriaux, que dans leur coma estival, mieux que dans les nights souterrains, fermés le dimanche, où stagne ce relent spécial des carnavals finis à jamais. Mieux que sur les terrasses du gratte-ciel où les moustiques morts flottent paresseusement sur la piscine tiède qui n'a pas un frémissement, et où, le soir, le cigare à la lèvre, le concierge monte arroser les plantes, et pendant que les gouttelettes bruissent sur les feuilles, il s'assoit dans le petit fauteuil laqué blanc de la patronne en pensant. Il y a vraiment un endroit qui évoque avec force ceux qui sont au loin en train de s'amuser, les heureux de ce monde dans leur villa à pic sur la mer avec les récifs et l'embarcadère privé, ou dans leur barque de 80 tonneaux entre deux îles, ou dans le grand palace exclusivement réservé à une clientèle spéciale, ou dans le pavillon de chasse perdu au milieu des sapins de Styrie, ou dans le fjord Sion, ou dans le parc Zion, ou en équilibre sur le surf polynésien. Aujourd'hui, vendredi, parce que le week-end des riches est déjà commencé le vendredi, quand ce ne serait qu'à titre de curiosité, vers 2h30, 3h, et je n'ai pas la moindre intention de plaisanter, quand le soleil frappe le plus fort, entrer dans le cimetière monumental. C'est là que dorment coude à coude, pourrait-on dire, les grands du Milan industriel, les puissants redoutables, les légendaires, les infatigables, qui tous les matins de l'année, sans exception à 7 heures précises, donnaient l'exemple, et maintenant dorment enfin. Rassemblés dans ces quelques centaines de mètres carrés, vous trouverez là tous les arrière-grands-pères, grands-pères et pères du boom. Jamais ils n'ont été aussi seuls. En ce très bel après-midi qui vous appelle à la mer, à la forêt, dans les prés, vous autres les manias du fer, de l'acier, du textile, du papier, de la céramique, des appareils électroménagers, que faites-vous enfermés là-dedans? Que faites-vous tout seul, sans secrétaire, sans conseil d'administration, sans personnel permanent ou auxiliaire, sans femme, enfants ou parents? Peut-on vous demander, messieurs, si le poids de tant de marbre vous est léger? Chapelles, cryptes, mastabas, pyramides, flèches, colonnades, anges, Christ, saints, vierges, héros, titans et même des squelettes, spectres, bœufs, chevaux, femmes nues dans une forêt immobile et babylonienne de flèches, de coupoles, de tourelles, de simulacres, de toutes sortes. Ici, hélas, le régime de la concurrence a cessé entre les géants de l'acier et du coton. Centrés en une foule chaotique de monuments tous plus orgueilleux et coûteux les uns que les autres, maintenant ils célèbrent, apparemment d'accord, une sorte d'amer triomphe. Mais à quoi cela sert-il? Le dernier groupe d'étrangers assujettis à l'excursion touristique en car vient à peine de partir, la figure atone et hébétée de chaleur. Ils ont entendu sans écouter les explications du guide et puis ils se sont remis en route. Les allées sont redevenues désertes, on n'entend pas un pas sur le gravier. Il n'y a pas un souffle d'air. Voici une chapelle de 20 000 ouvriers, pour cette crypte 9 hautes cheminées du côté de la porte Vigentina, sans compter les magasins, les établissements satellites, les filiales, les succursales. Pour ce petit temple 3000 employés et 16 000 vendeurs et vendeuses. Mais qui aujourd'hui se souvient de vous? Hier, le majordome habillé de noir est venu arranger les tubéreuses et les glaïeuls, sur l'ordre de madame la comtesse, petite fille du défunt titulaire qui avait téléphoné de Maratea, tout spécialement pour ça, délicate pensée. Et puis il est parti lui aussi. Ils ont chaud, ils étouffent, ils sont mélancoliques, les fondateurs de ces petits empires, machines à tisser, hauts fourneaux, produits pharmaceutiques, scieries, câbles électriques, liqueurs, vêtements, huiles minérales, pneus orangeades, grands magasins. En quelque endroit que le regard se pose, il voit, glacés ici dans la majesté de la mort, les noms qui, du matin au soir, nous poursuivent dans les journaux, sur les murs, à la télévision, sur les boîtes de bonbons, sur les tubes de dentifrice.
Ce matin, Fofino, le petit-fils, a-t-il fait trempette dans les eaux de l'Arbatax malgré la légère fièvre qu'hier provoquée par la dentition? La petite adorée s'amuse-t-elle dans le château des cousins écossais? Est-il exact que le remarquable Gianfausto, nouvel orgueil de la dynastie, a passé avec succès son baccalauréat à Rutgers, New Jersey? Dans son triple cercueil de zinc suédois, intact après tant d'années, le commandeur, l'ingénieur, le souverain dont est sortie toute cette manne n'en sait rien. Il ne peut pas le savoir. Personne ne vient, personne ne téléphone, personne ne tourne la clé dans la serrure en fer forgé signée Matsuko Telley. Est-ce que par hasard, les cris des enfants heureux qui sont de son sang arrivent jusqu'au sépulcre du grand-père célèbre, ou le coup élastique du driver sur la balle frappée par le petit-fils Pierre Federico à Saint-Andrews, ou le double rugissement des moteurs du Minorca lancé sur les eaux de Paleokastritsa, avec son bord un quinquagénaire corpulent et extrêmement satisfait de sa personne qui porte le même nom que lui. Ce serait une consolation. Non, ces bruits de joie et de vie ne parviennent pas jusqu'à la tombe pharaonique. Dans le vide, dans l'abandon, dans la touffeur torride des fins de semaine du mois d'août, le mausolée est encore plus misérable, solitaire et délaissé que la croix anonyme du vagabond trouvé un matin dans la vieille grange, à l'entrée d'un petit village de montagne. Quand le matin, à 8 heures précises, vous descendiez de votre auto devant la porte de votre usine, une vague de panique respectueuse se propageait de service en service, fonctionnaires, employés, coursiers, rectifiaient leur position. Heureux temps. Comment prétendre maintenant que madame Martia, avec son terrible épuisement nerveux, quitte son chalet de Safi pour venir saluer le grand-père? De toute façon, elle le retrouvera à son retour dans des conditions identiques. Dans le columbarium chic des concessions à perpétuité, au milieu de tant d'antres, il y a une pierre tombale qui semble dater d'hier. Le 2 août 1915, dit-elle, frappé en plein front et tombé en héros, en combattant avec enthousiasme, sur le mont Pipard, code 2003, sous-lieutenant de 8e alpin, déjà décoré de la valeur militaire, lors de la campagne de Libye. Sur le mont Pipard, code 2003, une bande de touristes est allée aujourd'hui pique-niquer. À l'intérieur du pullover que l'un d'eux portait, il y avait une petite étiquette avec le même nom que celui qui est gravé sur l'architrave du gigantesque édifice qui se dresse là-bas à gauche. Les sandalettes de la fiancée portaient la même marque qui est écrite en caractères de bronze en haut de ce monolithe rébarbatif que l'on entrevoit dans le fond, 9e division. La radio portative aussi, l'eau minérale, l'apéritif, les serviettes, les petites parts de fromage, les couverts, les matelas pneumatiques, les tranquillisants, la petite valise, le livre. À chaque objet de la joyeuse bande correspond ici une tombe, un tombeau, une crypte, un ange de luxe. En fait, sous les pierres et les sculptures, les fondateurs des lignées, les patriarches, les bosses, continuent encore à signer. De leurs noms très puissants, ils signent l'eau, le vermouth, le fromage, les étoffes, les lainages, toutes nos petites choses quotidiennes. Ils signent, mais par procuration seulement. Désormais, ils sont en dehors de la course. Vendue, la villa que le commandeur avait fait construire en Brianze, avec tant de satisfaction. Transférée, dans un nouvel immeuble, la direction. Redessinée, même la glorieuse marque de fabrique parce que trop tarabiscotée. Ce n'est plus lui qui commande. Est-ce que maintenant cette belle petite maison, conçue par l'architecte A, ne devrait pas lui suffire? Sculptée par le sculpteur B et décorée par le peintre C, tant de millions pour le terrain, tant pour les tonnes de marbre, tant pour les quintaux de bronze. Et c'étaient les beaux millions sonnants et trébuchants des années 30. Est-ce que cela ne devrait pas lui suffire pour le week-end? Est-ce que la compagnie de toutes ces gracieuses petites statues blanches, madones, vierges, Sifildes, naïades et dryades, s'accrochant çà et là dans la crypte ne le satisfait pas? Est-ce qu'ils dorment? Laissez-les dormir.
Certainement ils imaginent une Italie prospère et heureuse avec un incessant accroissement des indices de production et des dividendes, des usines toujours plus grandes, des ouvriers toujours plus contents, des bilans toujours plus positifs, un fisc toujours plus discret. Personne en fait ne leur apporte ici les nouvelles, personne ne les informe de la conjoncture actuelle, personne ne les téléphone, personne n'ouvre la petite grille et ne se penche pour les avertir. Pourquoi les décevoir? Dodo, fais dodo, grand-père. Nous courons, nous naviguons, nous volons, nous prenons des bains de soleil, nous dansons la bamba et le yabron. Dors en paix, grand-père si considérable. Au revoir des bouts des doigts. Mais qui est là maintenant? Qui vient d'arriver? Personne. Ce n'est qu'un des gardiens qui fait son inspection habituelle. Et ce coup-ci, qu'est-ce que c'est? On a détaché une chaîne ou on a ouvert une grille? Non, c'est la tunique d'un saint François faite d'une feuille de bronze qui se dilate à la chaleur, grince et fait tac, tac. Et cette voix, qui est-ce? Qui murmure des prières? Il y a donc une pieuse créature qui se souvient malgré la désolation du mois d'août? Personne. C'est la fontaine. Fin.